Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 12 septembre 2024. Dans les informations de ce jour, Ntomadink a été le théâtre d'un incendie ce midi. Plusieurs magasins, plusieurs maisons et un magasin vendant du bois ont pris feu. Il n'y a eu aucune victime humaine. Par contre, les maisons et les biens qui étaient dedans sont calcinés. À l'origine du sinistre, une explosion dans une des maisons, selon les témoignages qu'ont recueillis nos journalistes Radio Ramananzatov et Kevin Ravonersan. L'incendie des maisons de ce quartier d'Ntomadink Sud est survenu vers 11 h ce matin. L'origine du feu serait une explosion dans l'une des maisons, affirment les témoins oculaires. Le feu s'est étendu sur d'autres maisons par la suite. Un magasin vendant du bois a aussi pris feu. Certains des propriétaires ont été absents lors de ce sinistre qui a complètement ravagé tous leurs biens. Ces derniers ont été informés par téléphone que leur maison a pris feu. Selon toujours les témoignages, le voisinage se sont donné la main pour éteindre le feu avant l'arrivée des pompiers. Une dizaine de foyers a ainsi été ravagés par le feu selon l'adjoint du chef du Fukuntan. L'on ne sait pas encore où est-ce que les victimes de cet incendie seront logées, affirme l'adjoint du chef du Fukuntan qui appelle les responsables pour les aider dans ce sens. Les responsables de la commune ont été sur les lieux pour constater les dégâts. Toujours dans cette page diverse, le comité Louaran a été conçu pour coordonner la paix dans la commune rurale de l'Akakabe, district d'Iyous, région d'Urumbé. Selon les informations, cette commune est victime des cas de vol de bétail fréquemment. Les habitants et les hommes des 15 Fukuntan ont convenu de s'unir aux forces de l'ordre pour éradiquer ces attaques de dalle. Reportage de Anyen à Martina et Sechangenab. La commune d'Ilakakabe dans le district d'Iyous, région d'Urumbé, est l'une des communes sujettes à des vols de bétail. La lutte contre l'insécurité est une priorité pour l'administration municipale, raison pour laquelle, en début de cette semaine, ils ont procédé au rassemblement des habitants, plus particulièrement les hommes. Par la suite, le comité Louaran a été mis en place pour coordonner la sécurité dans la commune d'Ilakakabe. Les 15 Fukuntan qui composent la commune ont tous un représentant. Il est important de noter que les habitants d'Ilakakabe ont accepté de coopérer avec les forces de l'ordre. Le maire de la commune d'Ilakakabe a également réalisé le Titik, la tradition de la tribu Bar, pour marquer l'engagement de restaurer la sécurité dans la circonscription en versant le sang dans zébu. Dans les actualités économiques, la culture du riz hybride et la culture du riz Fumvuza font partie des stratégies visant à augmenter la production du riz à Madagascar, ont confirmé aujourd'hui le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et le secrétariat d'État à la sécurité alimentaire. De plus, le secteur privé collabore avec le gouvernement malgache pour la promotion de l'agriculture, ce qui rend importante la tenue d'événements économiques tels que la FIA qui a débuté aujourd'hui à Tanzumbato. Reportage de Saint-Sylvain, Anyen, Martina et Sechangenab. Madagascar s'achemine vers l'autosuffisance en riz. Des stratégies et une technologie efficace seront utilisées pour réaliser cet objectif, entre autres la culture du riz hybride. Lundi dernier, en Chine, Madagascar a conclu une convention pour la production de semences chez nous. Grâce à ces semences, les agriculteurs malgaches obtiendront 8 à 12 tonnes de riz par hectare, alors que le rendement moyen actuellement est d'environ 2 tonnes par hectare. Nous ne nous contenterons pas seulement de la technologie hybride, mais nous utiliserons également la technique moderne de production de riz Fumvuza qui est basée sur l'amélioration du sol en le recouvrant d'herbes. Et lorsqu'on a un bon sol, l'augmentation du rendement est garantie selon les explications du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Sergio François Adzarsan. L'augmentation de la superficie agricole, la mise en place d'un plan de production et l'équipement des agriculteurs se poursuivent également. Par ailleurs, le gouvernement aide le secteur privé à promouvoir le milieu rural. Alors, lors de la foire internationale de l'agriculture, au FIA, qui a débuté ce jour à la zone forêt Lotansbat, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage offre des opportunités d'affaires. La FIA, au foire internationale de l'agriculture, durera 4 jours, durant lesquels le bureau du ministre de l'Agriculture y déménagera. Il sera ainsi possible de discuter avec les agriculteurs et le secteur privé selon les informations. Toujours au niveau des événements économiques, la deuxième édition de la foire festival de la région d'Analamang aura lieu du 20 au 22 septembre au stade Baria Mahamasne. Le but de cet événement est de présenter les produits de la région d'Analamang, selon ce reportage de Radio Ramananzatov sur les images de Kevin Ravonersan.
Des événements économiques, culturels, accompagnés de grands carnavals, sont au rendez-vous lors de la 2e édition de la foire festival d'Annalamangue qui se tiendra du 20 au 22 septembre prochain. Les produits des 13 districts qui composent la région y seront exposés à travers plus de 100 stands. L'événement a connu un succès lors de la première édition de l'année dernière, a déclaré le secrétaire général de la région Annalamangue, raison pour laquelle une 2e édition a été organisée afin de poursuivre la promotion de la région d'Annalamangue. Des spectacles animés par des artistes de renom seront au rendez-vous durant les 3 jours de la foire festival qui se tiendra au stade Barriam à Massen du 20 au 22 septembre 2024. Page sociale, la commune urbaine d'Antananarive a organisé aujourd'hui un atelier pour sensibiliser les citoyens sur le paiement de l'impôt sur les logements. Une sensibilisation menée par la présidente de la délégation spéciale d'Antananarive, Arlala Ramanansou. L'impôt sur l'habitation pour l'année 2021-2022 a fait l'objet d'une baisse selon les explications et les résidents peuvent désormais le payer auprès du service dédié afin de se conformer à la loi et ainsi obtenir l'attestation y afférente. Le lancement de la valorisation IFPB 2023 débutera ainsi en octobre. En outre, 3000 plaintes ont été déposées par les résidents auprès du Bureau de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption concernant les allègements fiscaux. Une commission sera donc créée pour s'occuper et examiner ces doléances. Il y aura également une amélioration et une accélération de tous les services au sein de la commune et cela sera coordonné et organisé de manière à ce qu'il n'y a pas d'obstacle pour s'occuper des documents ou pour d'autres services nécessaires aux résidents de la capitale selon toujours les explications de la PDS. Et puisqu'on a évoqué la lutte contre la corruption, la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption à Madagascar sortira en décembre selon la présidente du comité pour la sauvegarde de l'intégrité au CSI, Saounja Rabenarive, où les consultations régionales visant à élaborer cette stratégie nationale de lutte contre la corruption se sont conclues à Antananarive aujourd'hui. Tous les problèmes qui existent sont connus, ce qui a permis de formuler une stratégie adaptée aux besoins de chaque région selon les explications dans ce reportage de Anyen, Martina et Sechanjenap. Les litiges fonciers, l'insécurité, la justice, ce sont les secteurs qui ont obtenu le plus de doléances durant la consultation régionale effectuée par le CSI au comité de la sauvegarde de l'intégrité durant 2 semaines. Des consultations qui ont débuté le 20 août à Mahadzang, région Bouin, et qui se sont poursuivies à Tuamassen, Fianarantsu, Tuliar, Ansranan et Antananarive pour 2 jours et se sont achevées aujourd'hui. Le but est de collecter les problèmes liés à la corruption dans tout Madagascar afin de constituer de nouvelles stratégies nationales répondant aux besoins de chaque région selon la présidente du CSI, Saounja Rabenarive. La consultation est la 2e étape dans l'élaboration de la stratégie nationale de la lutte contre la corruption à Madagascar. Par la suite, les responsables passeront à la 3e étape où les sujets seront examinés en détail avant la publication officielle de cette stratégie nationale. On sait désormais que le 24 octobre 2024 se tiendra l'atelier national d'approbation de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption et la présentation des résultats de la consultation régionale. Il s'appliquera à partir de janvier 2025 selon les explications. Toujours dans cette page sociale, les travaux communautaires communément appelés Tanamar ou effectués par les habitants dans plusieurs Fukuntan de la commune urbaine de Manour se poursuivent. Ils se concentrent un peu plus sur la réhabilitation des routes communales et des biens communs. À cet effet, le député élu dans le district de Manour ou Manassou Donatan fournit des matériels aux habitants. Par ailleurs, ce dernier a fait appel au ministère des Travaux publics pour la réhabilitation des ponts d'Ambalafas, d'un Pitakius et de Sanar, détruit lors du passage de cyclones. Reportage. Certaines communes dans le district de Manour sont complètement isolées du fait de la destruction des ponts d'Ambalafas, d'Ampitakius et de Sanar. Les habitants ont ainsi du mal à circuler et pour transporter leur production. En effet, ils doivent utiliser des pirogues pour ce faire. La réhabilitation des ponts ne peut pas être faite à travers les travaux communautaires, mais nécessite l'intervention de grands engins, affirme le député de Madagascar élu dans le district de Manour, Manassou Donatang. Il a ainsi fait appel au ministère des Travaux publics pour leur réhabilitation.
Pour autant, les travaux communautaires communément appelés Tanamar se poursuivent, surtout pour la réhabilitation des routes, notamment dans les Fukuntan de Bemangaaz et de Mar Aich. Le député octroie des matériels et des équipements afin que les habitants puissent effectuer les travaux au niveau de leurs Fukuntan respectifs. Ces résultats ont été acquis grâce à la sensibilisation effectuée par le député. La population participe ainsi activement aux travaux communautaires car il est de leur intérêt que la route soit réhabilitée. Les travaux communautaires s'étendront dans tout le district selon les explications. Dans les actualités internationales de ce soir, des millions d'habitants d'Asie du Sud-Est sont aux prises aujourd'hui avec la dévastation provoquée par le passage du typhon Yangui qui a fait plus de 200 morts, inondé des quartiers entiers et détruit de nombreuses infrastructures. Le Vietnam est le pays le plus durement touché par les crues. France 24. Dans les rues étroites de ce quartier du centre d'Hanoï, ses habitants se déplacent désormais en bateau et parfois même sur des matelas gonflables. Le fleuve Rouge, à quelques centaines de mètres, a complètement débordé après le passage du typhon Yagi. Il a atteint son plus haut niveau depuis 20 ans. Je ne peux pas envoyer mon enfant à l'école. Je ne peux pas cuisiner, je ne peux rien faire. L'eau est montée trop vite. Ça fait des années qu'on n'avait pas vécu ça. Dans le pays, le bilan est très lourd. Plusieurs centaines de personnes sont mortes ou portées disparues. Dans la province agricole de Ta Nguyen, au nord, tous les habitants n'ont pas réussi à évacuer avant la montée des eaux. L'eau est montée tellement rapidement, nous avons réagi le plus vite possible. Mais nous n'avons pas pu évacuer tout le monde. Les terres de ce fermier ont été englouties par la crue. Mes récoltes sont toutes ruinées. Ma production de riz était presque prête à être récoltée, mais maintenant elle est complètement détruite. Toutes les récoltes ont disparu, j'ai tout perdu. Au total, plus de 250 000 hectares de terres agricoles ont été détruites, selon les autorités. Alberto Fujimori, décédé hier mercredi 11 septembre à Lima d'un cancer de la langue après avoir purgé 16 années de prison pour crimes contre l'humanité et corruption, a gouverné pendant 10 ans le Pérou d'une main de fer, un héritage qui divise toujours profondément les Péruviens. France 24 nous en dit plus. Devant le domicile de sa fille, ils se sont rassemblés dès l'annonce de sa mort. Des dizaines de partisans de l'ancien président péruvien Alberto Fujimori défilent pour lui rendre hommage. Alberto Fujimori est mort avec ses proches. Alberto Fujimori n'est pas mort dans une prison. Il est mort avec ses proches. Et c'est ce que les gauchistes craignaient le plus. Parce qu'Alberto Fujimori est un homme du peuple. Pour une partie des Péruviens, il est la figure qui a sorti le pays de l'hyperinflation. Mais pour une autre, il reste l'ancien président condamné à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption, gracié au bout de 16 ans pour des raisons de santé. Il devait payer pour ce qu'il a fait, mais maintenant qu'il est mort, que pouvons-nous faire? Il n'a pas purgé sa peine. Réhabilité par une partie de la classe politique, sa fille avait annoncé qu'il se représenterait pour la présidence en 2026. Aujourd'hui, nous avons perdu un grand président. Nous avons perdu une personne que beaucoup d'entre nous considèrent comme un héros. Une personne qui nous a sauvés du terrorisme dans les années 90. Une personne qui nous a sauvés d'une guerre avec un pays frère comme l'Équateur. Je suis vraiment peiné de la perte de Don Alberto. Au Pérou, un deuil national de 3 jours a été décrété. Une veillée funéraire débutera jeudi au Musée national de Lima. L'enterrement, lui, aura lieu samedi. Et aux États-Unis, Beyoncé, Céline Dion ou encore Rihanna, ces stars en dînant à Donald Trump qui utilisent leurs chansons sans leurs accords dans ses meetings. Mais peuvent-ils vraiment l'en empêcher? Le point avec France 24. Beyoncé, Rihanna, Céline Dion, Bruce Springsteen, ABBA ou Adele, vous imaginez l'affiche de concert? Ne rêvez pas, c'est juste une partie de la liste des artistes qui ont demandé à Donald Trump d'arrêter d'utiliser leur musique dans ses meetings. Mais en ont-ils vraiment le droit? Eh bien, a priori, non. Car ce n'est pas l'artiste qui gère les droits de diffusion de ses chansons, mais les sociétés de droits d'auteur. Il y en a 2 principales aux États-Unis,
BMI et l'ASCAP. Et la campagne de Donald Trump affirme avoir à chaque fois obtenu leur autorisation. Il ne reste aux artistes que la possibilité de dire publiquement qu'ils ne souhaitent pas être associés à l'ancien président, une fois qu'il est trop tard donc. Donald Trump est un habitué du fait. Rihanna et Queen en 2016, Bruce Springsteen et Neil Young en 2020, mais sur cette nouvelle campagne, les bras de fer se multiplient. La première à avoir ouvert le feu en août, c'est Céline Dion, lorsqu'elle a découvert que son clip de My Heart Will Go On était diffusé dans un meeting du candidat dans le Montana. Son communiqué a vraisemblablement été écrit par les avocats de la chanteuse, à part sans doute la dernière phrase qui dit « Et sérieusement, cette chanson ?» C'est vrai que l'image du Titanic associée à une campagne électorale peut surprendre. Plus logique, dans le Minnesota, c'est le tube de ABBA, The Winner Takes It All, le gagnant rafle la mise, qui était utilisé. Là, le groupe suédois a carrément demandé le retrait des vidéos en ligne, mais sans succès. Parfois, on a l'impression que Donald Trump le fait exprès. Le 22 août, le titre Freedom de Beyoncé a été diffusé dans un meeting du candidat républicain, alors que la chanteuse avait officiellement accordé à Kamala Harris le droit d'utiliser ce titre. C'était même le thème musical de sa toute première vidéo de campagne. Il faut dire que Donald Trump n'a pas peur de s'arroger le soutien des artistes, même contre leur gré, comme lorsqu'il fait semblant d'accepter le ralliement de Taylor Swift, photo générée par l'IA à l'appui. 3 semaines plus tard, la star américaine s'est officiellement déclarée en faveur de Kamala Harris. Seul caillou dans la chaussure du candidat républicain, pour la première fois début septembre, la justice l'a empêché de diffuser un des titres préférés de sa playlist. Un juge fédéral d'Atlanta a ordonné à Donald Trump de cesser d'utiliser la chanson « Hold On, I'm Coming » d'Isaac Hayes pendant sa campagne électorale. Un tube de 1966 sur lequel le candidat adorait faire son entrée. Isaac Hayes est mort en 2008, mais c'est son fils qui a obtenu cette décision au nom des valeurs que défendait son père, et il appelle tous les artistes à saisir à leur tour la justice et à prendre conscience de la valeur politique de leur musique. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film Balle perdue 2. Sur ce, restez avec nous et très bonne soirée à tous. Au revoir.